En 2018, lors de notre dernière journée d'études, Jacques Serpas, pédopsychiatre et psychanalyste, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était venu nous parler de son dernier livre, Je suis moi, Mademoiselle C, schizophrène. Et lors de son intervention, il nous avait parlé de la première partie de son livre, qui était sur le parcours de soins et les aléas de ce parcours pour cette femme. Et il devait, lors de cette journée d'études, qui normalement aurait dû se passer en 2020, mais vu Covid, ça a été déporté, il devait nous parler de cette deuxième partie de ce livre qui était plus sur la construction familiale et là, sur la dimension familiale de la deuxième partie de son livre. Malheureusement, depuis cette journée d'études, Jacques nous a quittés, la maladie l'a emporté, mais nous tenions aujourd'hui ne pas remplacer cette séquence où il aurait dû être là avec nous par autre chose qu'un hommage par rapport pour lui. Donc pour cela, Nali et Virginie vont lire 2 passages du livre, de cette partie-là, et Olivier nous rejoindra. Béatrice, son épouse, qui est là, aura peut-être quelques mots aussi à nous dire. Merci. C'est la deuxième partie, donc, comme l'a dit Pascal, du livre de Jacques Serpas, où derrière l'histoire des symptômes de la protagoniste, Mademoiselle C, on découvre dans la deuxième partie son histoire familiale, entre les lignes. Une chronologie apparaît en filigrane qui n'a plus rien à voir avec les supputations psychiatriques des années passées. La maladie, entre guillemets, de Marie A commence officiellement entre 17 et 18 ans, après plusieurs années de retrait autistique, de perte de contact avec le monde environnant de sa prime d'adolescence. Ce retrait est le résultat d'un échec énorme. L'impossibilité culpabilisante pour la fillette de colmater la brèche familiale qu'a occasionné le grand déménagement, le deuxième, celui qui éloigna la famille de son paradis originel. Autrement dit, l'impuissance à penser la blessure maternelle, à savoir la dépression majeure qui a précédé, accompagné et suivi ce déménagement. Événement qui est lui-même le mauvais remède, la tentative inadéquate pour résoudre un mystère, un non-dit, le tabou absolu de l'infidélité du père. Le père, Monsieur C, savait, et pour cause. Madame C, la mère, savait aussi récemment ou de longue date. Marc, le grand-fils, savait également, car il accompagnait son père à plus d'un tour. Du coup, sa sœur Marie-Rose savait, puisque Marc avait essayé de lui ouvrir les yeux. Le petit dernier, le petit garçon, savait qu'il y avait eu une catastrophe, que quelque chose de très grave les avait chassés du paradis. Donc, la seule personne de la famille qui ne savait pas, mais qui aurait pu savoir, qui aurait dû savoir, était Marie A. Tout le monde savait, sauf elle, assez grande, 10 ans, pour pouvoir comprendre ce qui arrivait réellement à ses parents et à sa famille. Elle était considérée comme trop petite pour partager le secret des autres. Secret de polichinelle, dit-on par dérision, mais qui fonctionne comme un tabou au sens ethnologique du terme. Ce que l'on ne doit pas dire, ce qu'il est interdit d'exprimer, mais que tout le monde sait, bien sûr, sinon à quoi bon l'interdire. Le tabou est redoutable, comme double contrainte contradictoire et sans issue. Marie A savait qu'elle ne savait pas quelque chose de très important. Hélas, aucune parole n'est venue le lui dire.
Son naufrage commence par ce tabou qui a empêché que quelqu'un lui explique simplement ce qui se passait. Tu le sais, ta maman est triste. Elle est triste parce que ton papa est allé voir d'autres femmes. Il est même arrivé qu'il fasse des câlins avec certaines de ces femmes. Peut-être il n'aime plus ta maman, peut-être il aime encore, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ta maman a très mal, qu'elle doit se demander pourquoi il ne m'aime plus, qu'ai-je fait de mal? Et est-ce qu'alors je ne vaux rien? Ce sont des questions difficiles qui rendent ta maman plus triste que tout, et qui en même temps mettent ton papa très en colère. En colère contre lui, en colère contre ta maman, en colère contre les femmes peut-être, en colère contre sa mère à lui, qui sait. La colère, c'est dangereux. En plus, il y a la colère des maris, des femmes que ton papa a câlinées. Ça fait beaucoup de dangers, de tempêtes, de remue-ménage, de déménagement, des cassures qui font très mal. Mais toi, tu n'y es pour rien. Tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, et chaque jour, tu deviens toi-même de plus en plus. Ça, c'est bien, parce que ça, au moins, ça ne s'arrêtera jamais. De telles paroles de psychothérapeute d'enfants devraient tomber sous le sens. Mais on ne refait pas l'histoire. Mademoiselle C n'a pas eu la chance qu'une parole simple lève simplement le secret de l'infidélité de son père et peut-être de la dépression de sa mère. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce passage-là du livre? Il y en aurait beaucoup, qui étaient une chose en particulier qui te touche, toi. On commence en fait, à partir de ce moment dans le livre, on commence à sentir qui est Mademoiselle C, à sentir qui elle est en tant que personne, au-delà de tout le festival de symptômes, aussi envahissants soit-il, qu'elle ait pu développer. On commence à sentir qui elle est et surtout à quelle famille elle appartient, dans quel bain elle a été tout au long de sa vie, en tout cas son enfance et son adolescence. Et il y a une chose en particulier qui me touche dans ce passage, c'est bien sûr le secret et les dégâts que ça fait. Le secret, c'est évidemment pas forcément quelque chose qu'on ne sait pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. Et les paroles du psychothérapeute qui la libère de ce secret. Ça demande de l'engagement. Et c'est important, je crois que ça fait partie de notre métier, cet engagement-là. Je suis un peu émue, pardon. Merci. Pour en avoir parlé un petit peu avec toi, en effet, ça montre bien, en tout cas Jacques écrit bien combien il est important qu'en tant que professionnel de la relation d'aide, on puisse être des personnes engagées, qui osent dire ce qui peut-être des fois n'est pas pensable, ou qu'on ne peut pas oser penser, qu'on n'ose pas se dire, qu'on n'ose pas imaginer, mais en tout cas de s'engager et d'y aller. C'est ça. Je trouve que finalement, quand on comprend l'histoire, c'est une histoire somme toute assez banale. Un couple qui a ses difficultés, il y a de l'infidélité, il y a de la souffrance autour de ça. Mais on voit le poids, en fait, quand c'est pas parlé, on voit le poids que ça a sur l'enfant. Et notamment sur Maria, on verra dans ton passage. Et c'est important de pouvoir transgresser ce secret en tant que professionnel, je crois. Pouvoir assumer cette place-là. Merci Nelly. Je vais poursuivre avec un autre passage de ce livre où on va aller plus en profondeur dans l'histoire de Marie A. Alors Mademoiselle C, c'est Marie A. Et pour ceux qui auraient le livre sous les yeux, c'est page 162. Leur fille Marie A écrira plus tard dans une folle colère. Je voyais les membres de ma famille se réincarner, se mélanger et faire des ravages. Ma mère, en épousant un militaire né au moment où son père disparaissait, épousait un peu son père. Et mon père, en se mariant à une femme née l'année de la mort de sa mère, épousait un peu sa propre mère. Folie de schizophrène ou double inceste, symboliquement parlant.
La guerre est là, dans le bancal de ces rencontres où chacun en son insu courbe les chines sous des paquets d'histoire. On voudrait que l'autre qu'on choisit apaise la guerre qui gronde en soi. Mais comme cette guerre n'est jamais dite, on ne sait d'où elle vient, qui la ranime, quels en sont les enjeux, ni ce qu'on attend de l'autre. Tantôt on se bat, tantôt on pactise avec le vide. On pactise même parfois avec le diabole, celui qui sépare. Car malgré le mariage, malgré la naissance des deux aînés, Marie-Rose et Marc-Albert, dont les prénoms indiquent comme un redoublement réparateur de Rose et d'Albert, malgré tout ce qui a pu réunir ces deux êtres blessés, malgré la paix que l'on prétend, le diable va séparer à nouveau les jeunes époux. Albert échoue à retrouver sa mère, Rose échoue à retrouver son père. En tant que parent, il pourrait se sentir en paix quelque temps, mais comme époux, l'armistice est fragile. Drapé dans sa vertu et sa virtualité, Rose va se renfermer dans le culte du héros, son père qui lui au moins repose en paix et ne risque donc pas de la tromper. Mère, elle s'occupera comme il convient de ses enfants, tout comme sa mère s'est occupée d'elle. Mais en l'absence d'un regard d'homme aimé et aimant, et à défaut d'être reconnue comme femme, elle va nourrir la haine en son sein. Il est vraisemblable que Maria a été conçue au pire moment de cette désillusion. Porter un enfant quand la guerre conjugale s'installe, c'est, disait-on une génération plus tôt, fabriquer de la chair à canon. C'est aussi envoyer l'enfant à l'abattoir ou à la boucherie. On se rappelle ce que pense Marie-A des boucheries et des veaux qu'on mène à l'abattoir. Quand Mademoiselle C dit qu'on ne l'attendait pas vraiment, c'est un terrible euphémisme. Sa mère qui l'engendrait ne pouvait pas aimer, ne pouvait plus consoler, ne pouvait plus porter. Elle avait expliqué avec colère que sa fille lui avait usé les bras lorsqu'elle était bébé. Sa vie durant, elle refusera de porter cet enfant. Cet enfant-là, de ce moment-là, à la différence des autres. Sinon, comment comprendre que beaucoup plus tard, elle n'accompagne jamais sa fille à l'hôpital. Elle ne lui rende jamais visite. En 20 années, Madame C n'est venue qu'une seule fois dans l'appartement de Marie A, situé à 4 petits kilomètres. La venue au monde de Maria s'est faite dans la matrice de la guerre, entre deux parents blessés. Une odeur de mort flotte sur son histoire. On voit comment ça marche. Comment Jacques Serfas là fait de l'archéologie familiale. Donc ça remonte dans les générations. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi ce passage-là? Alors, j'avoue que j'avais au départ choisi avec un autre passage qui s'appelle « Lire entre les lignes », qui me touchait beaucoup parce que, ô combien, on est là pour écouter ces personnes qu'on reçoit, mais comment aussi il est important d'écouter de façon aussi parfois flottante et d'oser ressentir, et combien il est important de lire entre les lignes. Et dans ce passage-là que j'avais initialement souhaité lire, le petit frère de Mademoiselle C demande à Jacques de lire entre les lignes. Et c'est ce qui, de façon engagée, il a fait. Et donc il a accepté, il a osé, il a eu la force, le courage, j'aurais beaucoup aimé qu'il soit là pour qu'on en parle avec lui, de plonger dans cette histoire. Alors, comme dit Nelly, très banal, mais quand on regarde, quand on lit le parcours de Mademoiselle C, on se dit waouh, ce gâchis pour cette adolescente et puis cette adulte qu'elle va devenir avec cette foire au traitement. Et il y a la parole du psychothérapeute qui aurait pu dire à cet enfant son histoire et ce qu'il comprend de son histoire, mais peut-être aussi qu'au moment où ce couple se marie, ou au moment où Mademoiselle C naît et vient au monde en ce moment-là, ça aurait été chouette aussi que des psychothérapeutes puissent dire à cette mère, à ce père, ce qu'ils comprenaient de ce qu'ils vivaient. Et puis comme rien ne se parle et que rien ne se dit, la crise perdure et fait des dégâts. C'est ça qui me touche parce que on y est confronté. Dans ce passage, si je peux rajouter quelque chose, on voit bien les blessures et les vulnérabilités de chaque membre du couple, des parents de Maria, comment ils se retrouvent, c'est très bien expliqué, très bien écrit dans le livre, dans une tentative de se réparer
mutuellement. Et quand ils se rendent compte en fait que ça ne va pas suffire, en fait, c'est là que les désillusions arrivent et que la haine est là. Voilà. Qu'ils vont déménager. Il faut déménager. Je crois Merci. que Si vous avez des questions. non, c'est bon. On va accueillir Olivier qui a connu Jean. Voilà. On voit, vous êtes tous, toutes des professionnels, des personnes engagées dans des pratiques d'accompagnement. Donc je pense que vous mesurez la puissance des paroles qu'on vient d'entendre. On voit toute la capacité d'analyse dans laquelle pouvait se projeter Jacques et aussi sa capacité à la transmettre. C'est quelque chose, bien sûr, de très important pour moi, puisqu'il a été pendant des années et des années, à différents moments de mon parcours professionnel, mais il a été mon superviseur clinique. Et on a beaucoup travaillé ensemble, et donc j'ai eu la chance de beaucoup pouvoir recevoir de lui. C'est bien sûr pour moi émouvant aussi aujourd'hui, que ce soit Virginie et Nelly qui soient là à côté, puisque j'ai cette chance à mon tour de pouvoir retransmettre et qu'elles me permettent ça. Voilà. On a entendu dans ces paroles-là aussi tout le côté systémique qu'avait Jacques. Je lui disais des fois, seulement quand je voulais l'embêter un peu, je lui disais qu'il était le psychanalyste le plus systémicien que je connaissais. Ça veut dire... Bon, il y en a d'autres, hein, maintenant. Peut-être même dans la salle. Voilà. Mais je disais ça un peu pour le taquiner, mais vous comprenez, je disais ça parce que je le pensais vraiment quand même, parce qu'il suffit d'entendre ces passages-là que vous avez choisis et on le comprend tout de suite. Mais il réagissait non pas parce que les systémiciens, ça lui plaisait pas, ça j'en suis sûr, mais parce qu'il détestait les étiquettes en fait. Lors d'une, je crois que c'est la première journée d'études qu'on avait fait, il sortait de la salle, on sortait de la salle à un moment, il y avait un escalier, et puis il y a quelqu'un qui l'arrête, qui l'avait entendu, et qui lui dit, mais le psychanalyste, ou qui allait l'entendre, je sais pas, c'était peut-être l'après-midi qu'il intervenait, et ce quelqu'un, c'était un jeune homme, il lui dit, alors le psychanalyste, c'est vous. Et là, Jacques lui répond en lui disant, non, seulement par moment. Ouais, ça, c'était typique de sa façon de penser. Je raconte 3 petites choses sur le travail avec lui. La première, c'est une chose pour tout le monde, c'est du travail pour tout le monde. Ça se passait, sans doute, dans les années entre 95 et 2000, quelque chose comme ça. C'était, je pense, hein, c'est vraiment de tête la date, si je fais une erreur, je m'en excuse. Il était sorti quelque temps avant le livre de Pierre Bourdieu qui s'intitule La misère du monde. Et je sais pas, sûrement certains d'entre vous connaissent un gros pavé d'interviews en fait. C'est un livre de parole en fait, voilà. Et Jacques avait proposé, il avait cette force de pouvoir rassembler du monde pour qu'on fasse de la lecture de ce livre-là. Et le leitmotiv, c'était il y a quelque chose à entendre. C'est pas juste des interviews qui tournent à vide, c'est que les gens sont interviewés. Il y avait 5 ou 6 thèmes dans le bouquin, ils étaient interviewés sur un thème de leur vie, un thème ordinaire. Et c'est que ce que les gens pouvaient raconter, c'était des gens ordinaires. Et la posture de Jacques, c'était il y a quelque chose à entendre dans ce que disent les gens, même de façon simple. Voilà. Et il avait réuni tout un groupe de professionnels comme ça. On bossait sur ce livre et on échangeait nos impressions. C'était tout à fait le style de travail qu'il pouvait avoir. Dans l'avant-propos de ce livre, Pierre Bourdieu cite Spinoza, une phrase de Spinoza qui parle de l'apport qu'on peut faire des autres et des situations des autres. Et il dit ne pas déplorer, ne pas rire, ne pas rejeter, mais comprendre. Cette phrase-là définit parfaitement qui était Jacques Serfas. Voilà, très bien. Une chose qui me concerne davantage dans ce que j'ai partagé avec lui, c'était à l'époque où je me demandais un peu ce que j'allais devenir, donc il y a un petit peu quand même maintenant. Et donc, comme je réfléchissais à la suite de mon professionnel,
Un jour, comme je travaillais dans des institutions, un jour, il me dit, mais tu pourrais devenir directeur d'institution. Et je lui dis, allez, surtout pas. Je veux pas me retrouver dans une position de pouvoir. Ça, ce genre de truc-là, vous étiez parti pour 40 minutes avec Jacques, parce que ça, c'est sûr, il ne laissait pas passer un truc comme ça. Il dit, ah bon, tu ne veux pas te retrouver dans un truc de pouvoir, et alors, voilà, et donc, il fallait se mettre à discuter au bon sens du mot, il fallait se mettre à discuter de cette chose-là. Et au fond, grosso modo, j'ai plus les mots exacts, mais ce dans quoi j'étais, c'était, je disais, non, ça me fait trop peur, en fait, le pouvoir, parce que j'ai peur, en fait, de mal m'en servir. C'est ça le pire. C'est que je me dis, là, tout à coup, s'il y a des situations qui me touchent, ou si je suis emporté par des choses, par mes propres impacts, si je suis emporté par ça, je vais peut-être devenir complètement, donner des injonctions et des ordres, ça me plaît pas du tout. Et sa réponse ce jour-là, ça avait été, mais c'est justement pour ça que tu as à y réfléchir. C'est parce que ça ne te plaît pas que tu pourrais éventuellement exercer cette fonction. Et tu as à réfléchir à ça. Ça aussi, c'est typique de sa façon de penser. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas laissé comme ça les bras ballants, qu'on passe à l'étape suivante en ayant laissé les choses dans l'ombre. Si vraiment je faisais le choix d'y laisser dans l'ombre, il aurait respecté. Mais si je ne le voyais pas, il me disait, là, il y a de l'ombre. Donc là, il faut regarder. Voilà, ça c'est typique de son abord aussi. Quelque chose de plus personnel, ça a failli me fuir, je suis un peu ému moi aussi, comme vous vous rendez bien compte. C'est un jour où j'allais pour ma séance de supervision clinique. C'était chez lui et donc pendant un moment on travaillait. Et puis ce jour-là, je sais pas qu'est-ce qu'on avait sur le feu, hein, parce que bosser ensemble de toutes sortes de façons, on l'a fait plein de fois, dans plein d'instances différentes. Mais bon, ce jour-là, alors je sais pas si on avait un autre truc sur le feu, ça tombe comme ça, une fois qu'on a fini le boulot, il me propose de manger un morceau ensemble. Et donc, son cabinet était attenant chez lui à cette époque-là. Et donc, on traverse 2 portes et hop, on se retrouve dans la cuisine. Voilà. Et puis, on partage le déjeuner, là, à ce moment-là. Béatrice, tu étais là, tu circulais à différents moments. On mange un morceau ensemble et puis on continue à papoter. Et puis après, on passe au salon, sans doute pour boire le café, je ne me souviens plus exactement. Et là, Jacques se met devant le piano et fait quelques notes au piano. Ça fait 3 P, hein, vous remarquez, ça fait psychanalyse, petit pois et piano. Voilà, c'était des petits pois au casse-croûte. Donc ça fait 3 P. Voilà, psychanalyse, petit pois, piano. Pour ceux d'entre vous qui sont versés dans la théorie de l'attachement, par exemple, ou qui ont de la documentation assez avancée sur comment se construit un être humain, sur les phénomènes miroirs, sur les identifications, je pense que vous imaginez sans peine qu'est-ce que ces 3 créneaux pouvaient produire sur quelqu'un comme moi, qui était en train de commencer à travailler, qui cherchait sa route et qui avait besoin que quelqu'un l'aide à trouver la lumière. Je crois que ça s'entend dans ce que je dis là. J'imagine. Vous le saisissez. On peut que souhaiter à chacun de rencontrer quelqu'un comme ça. Béatrice, si tu veux dire quelques mots, c'est avec plaisir, avec joie. D'abord, je voudrais remercier, on entend ? Oui. Je voudrais remercier Olivier et l'équipe d'organisateurs de m'avoir convié à cette journée. C'est vrai que c'est émouvant pour moi. Jacques avait préparé le travail qu'il aurait présenté à la date qui était prévue, mais bon, donc il était malade. Ce que je voudrais dire, c'est que Jacques aimait vraiment la vie. Et j'avais dit le jour de ses obsèques, il aimait aussi bien les lombrics, les oiseaux, que les humains.
Et après son décès, j'ai dû aller chercher des papiers dans son ordinateur. Et c'est une mine que j'ai trouvée. Une mine de choses qui concernaient sa vie personnelle, des choses très, très intimes, et puis toute une pléthore d'écrits qui concernaient les bébés, les ados, les adultes, et toutes les révoltes de l'enfant qu'il était resté, et toutes les blessures qu'il avait dû surmonter. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que je vois que dans la salle, il y a une majorité de femmes. Jacques aimait les femmes. Il aimait les femmes et je crois qu'il a aidé de nombreuses personnes, femmes et hommes, à se construire dans le travail qu'il a fait, aussi bien dans son cabinet que dans les institutions où il a travaillé, que dans l'école Montessori qu'il a créée, et aussi dans les DU. Je ne sais pas si certains ont participé aux DU sur la petite enfance qui ont eu lieu à Bayonne. Voilà, c'est tout ça. Jacques, c'était quelqu'un de très complexe, de très riche, et j'espère qu'il a rendu de nombreuses personnes heureuses.